très important, à la fois sensibiliser et bien voir un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et notamment concernant les chrétiens d'Orient, mais également se pencher sur la question du vivre ensemble qui nous réunit tous et qui est notre objectif tous. Alors comment faire le lien entre les deux? Je pense qu'il faut effectivement, comme disent certains, penser globalement et agir localement. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, les chaînes satellitaires, etc., donc tout ce qui se passe dans le monde nous arrive pratiquement instantanément et en temps réel, et ce qui se passe au Proche-Orient ou au Moyen-Orient a des retombées et des effets quasiment en temps réel, comme j'ai dit, en direct dans les banlieues en France. Donc globalement, je pense que la question nous interpelle ce qui se passe au Moyen-Orient concernant les chrétiens à la fois d'Irak, d'Égypte, de Jordanie et de Syrie, nous interpelle en tant que croyants, chrétiens ou musulmans ou juifs, il nous interpelle également en tant que citoyens français. Et je pense que le propos que je vais essayer de tenir, en essayant de respecter les 12 minutes, pour ne pas avoir de marteau sur la tête, va essayer d'aller dans ce sens, à la fois effectivement réfléchir ce qui se passe ici en France, et essayer de se projeter et de le projeter sur ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut d'abord... Saïd disait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens français? Je pense que nous avons déjà un premier devoir, c'est le devoir de l'exemple et le devoir de l'exemplarité. Le devoir de l'exemple, c'est de donner l'exemple du vivre ensemble ici, pour démontrer aux populations du Moyen-Orient et du Proche-Orient que chrétiens, juifs et musulmans peuvent vivre ensemble dans une société de paix et de fraternité, mais un devoir d'exemplarité également, parce que justement, nous devons être exemplaires dans cette démarche de dialogue, un dialogue qui doit être fraternel, un dialogue qui doit être ouvert, un dialogue qui doit être également exigeant par rapport aux implications ou aux exigences que doivent respecter les uns et les autres. Alors effectivement, l'islam et les musulmans, d'une manière générale, et ceux de France en particulier, se sont retrouvés très souvent dernièrement dans l'œil du cyclone. Il y a eu beaucoup d'affaires, entre guillemets, ou de polémiques au niveau interne, au niveau de la France même, avec des débats sur l'identité nationale, des débats sur le voile intégral et la burqa. On voit qu'un ancien président de la République continue à en parler dans son discours hier en meeting. Il y a également la question du halal dans les cantines, les questions des prières dans les rues, tout un tas de questions qui mettent en visibilité l'islam et les musulmans ici en France et qui nous interpellent tous en tant que citoyens français par rapport à cette question du vivre ensemble. Et puis il y a également ce qui se passe à l'extérieur. On a parlé de Daesh, on a parlé d'un certain nombre de djihadistes, de jeunes qui partent de France. On recense 1000 à 1200 jeunes qui sont partis faire le djihad, entre guillemets, en Irak et en Syrie. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de défis que nous devons relever, et on voit bien que les choses s'entremêlent entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des liens très très forts, et il faut qu'on arrive un peu à démêler tout ça. Bien sûr, le CFCM, le Conseil français de culte musulman, et le Rassemblement des musulmans de France que je préside, formulent bien sûr le vœu que la période à venir voit enfin le retour à la sérénité et la lucidité quant à la place de l'islam et des musulmans ici en France, mais également quant à la place des chrétiens et du christianisme au Moyen-Orient en général, et en Irak, en Syrie, en Égypte et en Jordanie en particulier. Alors il faut que chacun, entre guillemets, fasse un pas vers l'autre, à la fois, si on parle de la France, la société française envers l'islam et les musulmans, et également, il doit y avoir un pas qui doit être fait par les musulmans et l'islam, ici en France, vis-à-vis de la société française. Alors comme en amour, on ne sait pas qui doit faire le premier pas, mais en tout cas, chacun doit donner du sien et doit, je dirais, essayer de faire l'effort d'aller vers l'autre. Alors que doit faire la société française? Je pense qu'il est temps que tout le monde s'accorde, qu'il y ait un regard positif, serein et lucide sur la place de l'islam en France. Bien sûr, tout le monde s'accorde de la prédominance de la tradition judéo-chrétienne en France, mais tout le monde reconnaît également que la France et que le principe de la laïcité fait de la France une république totalement neutre envers les religions et entièrement indépendante de toute conception théologique. Et la France, donc, à travers cette notion de laïcité, assure à tous les citoyens la liberté de croire ou de ne pas croire,
Elle assure à tous les citoyens la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer telle ou telle religion. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est le principe fondateur de la laïcité qui nous garantit ici les meilleures conditions de vivre ensemble dans le respect de la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, ou de pratiquer ou de ne pas pratiquer. La deuxième chose, c'est qu'il faut peut-être enfin reconnaître l'apport de nos concitoyens de confession musulmane ici en France et qui se confirme de jour en jour. Et cette contribution positive s'illustre à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. À la fois sur le plan économique, il y a des réussites, il faut arriver à mettre en avant les réussites et pas forcément les échecs, et pas forcément ne pas parler uniquement des trains qui n'arrivent jamais à l'heure, mais plutôt également mettre en avant ceux qui arrivent à l'heure et qui sont beaucoup plus nombreux. Dans le domaine politique, dans le domaine économique, il y a des réussites. On parle par exemple de Yazid Sabeg, qui est le PDG d'une des plus grandes sociétés de services informatiques en France, qui a été d'ailleurs le haut-commissaire à l'intégration à un moment donné ou à la diversité. Je pense qu'il faut mettre en avant ces emblèmes qui montrent que les citoyens de confession musulmane peuvent être un apport à la société française. En politique, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, des Rachida, des Najat, des Rama, qui aujourd'hui participent activement à la politique française. Sur le plan scientifique, c'est également la même chose. Sur le plan culturel, il y a Tahir Ben Jelloun, Mohamed Argoun, tout un tas de penseurs, Rachid Benzine qui a été cité tout à l'heure par Saïd. Et sur le plan sportif, je ne vous rappelle pas les Zidane, les Karim Benzema, etc. Sur le plan artistique, au niveau de la création artistique, il y a Azdin Alaya, il y a Jamel Debbouze, il y a tout un tas d'emblèmes de la réussite des musulmans ici en France et de leur rapport au niveau de la société française. Et je pense qu'il faut à un moment donné changer de lunettes et arrêter de voir en noir les musulmans de France. Donc ne faudrait-il pas reconnaître enfin l'apport positif de l'islam et des musulmans à la France? Les musulmans de France, et là je tiens à le souligner également, n'aspirent qu'à vivre sereinement et paisiblement leur spiritualité, bien sûr en évitant toute provocation. Et là, les musulmans doivent faire attention à leur visibilité et à la visibilité de leurs pratiques religieuses au sein de la société française, mais en refusant également toute stigmatisation. Ils sont en droit d'exiger la reconnaissance de leur contribution citoyenne, comme je disais tout à l'heure, par leur travail et leur sacrifice, comme tous les autres citoyens, et à la construction et à la prospérité de leur pays. Ils sont en droit, et je parle là toujours des musulmans de France, de revendiquer que leur citoyenneté ne puisse être assimilée à une citoyenneté de second plan ou faire l'objet d'une quelconque remise en cause. Les musulmans de France veulent être considérés comme des citoyens à part entière et non comme des citoyens entièrement à part. Ça, c'est le premier pas que la société française doit faire envers les musulmans de France. Mais les musulmans de France également ont un devoir et une exigence, c'est également de faire un autre pas de leur côté vers la société française. Et ça doit se traduire, et là j'insiste vraiment sur ce point, et c'est le discours que je tiens auprès de mes co-religionnaires, c'est de sortir de cette posture de victimisation et passer à ce qu'on appelle l'autocritique constructive. Donc concernant les musulmans eux-mêmes, et à travers les différentes péripéties des débats dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Pourquoi en France, un pays qui a une longue tradition d'intégration, d'hospitalité et de tolérance, de telles peurs peuvent-elles s'exprimer avec tant d'inquiétude? La réponse doit peut-être venir également des musulmans eux-mêmes. Je pense que les musulmans doivent se poser la question de l'image qu'ils projettent dans la société française, et ils doivent se poser la question de leur propre responsabilité dans cette image. Il ne suffit pas de rejeter ça sur les médias. On sait très bien que les médias sont colporteurs, on voit toutes les unes qui sont un peu racoleuses pour essayer de vendre au maximum. On voit un peu les propos islamophobes qui peuvent être tenus par certains hommes politiques, et plus particulièrement par une certaine femme politique. Mais au-delà de l'action des médias et des déclarations islamophobes, les musulmans ne peuvent se dédouaner de leur propre responsabilité. Ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils assurent une cohérence entre leurs actes et leurs paroles? Est-ce qu'ils sont à la hauteur des valeurs et de l'éthique qu'ils portent ou qu'ils défendent, ou parfois qu'ils prétendent défendre? Je pense qu'il y a autant de questions que les musulmans doivent se poser eux-mêmes par rapport, je dirais, à leur propre responsabilité dans cette image. Maintenant, comme le temps tourne, je pense qu'il est effectivement,
je dirais, intéressant de voir quelle action on peut avoir justement par rapport à ce devoir d'exemple ou ce devoir d'exemplarité par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient et quelle image nous devons donner, nous, en tant que croyants, chrétiens, juifs et musulmans, ici en France. La première exigence, c'est qu'il faut s'investir dans le dialogue interreligieux. Et bien sûr, pour dialoguer, il faut être deux. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté, à la fois chez les musulmans, mais également chez les chrétiens et chez les juifs de France, d'aller vers l'autre, de dialoguer. Il y a tout un tas de rencontres comme celle d'aujourd'hui qui sont organisées à travers tout le territoire français et qui permettent à des croyants de différentes confessions de se retrouver sur un certain nombre de thèmes, et notamment celui du vivre ensemble. Et la tolérance, bien sûr, doit guider nos rencontres et nous permettre de créer une véritable écoute sans jugement permettant de dépasser certains préjugés. Et des rencontres comme celle d'aujourd'hui, justement, nous donnent l'élan parce que nous découvrons comment l'on peut construire ensemble, justement dans un monde où la croyance religieuse est suspecte et n'est pas toujours entendue. Mais pour dialoguer, il y a trois postures, et elles correspondent à trois étapes dans le dialogue. Il y a bien sûr la première étape, ou la première posture, c'est le dialogue face à face. Donc les croyants qui se rencontrent et chacun parle de ses textes fondateurs et essaye de répondre aux préjugés ou aux questions que se pose l'autre sur sa propre religion. Donc ça, c'est la posture face à face. Il y a une deuxième posture, qui est la posture d'être côte à côte, donc d'être ensemble et de réfléchir en tant que croyants par rapport aux différentes questions qui nous interpellent à travers la société. Donc pour aborder les défis communs en tant que croyants, et les sujets ne manquent pas, les sujets de société ne manquent pas. Il y a celui de la violence, du radicalisme, comme a dit mon frère Mohamed Azizi, celui de la radicalisation, celui de la place de la femme dans chacune des religions. Je pense que cette question se pose pour les musulmans, elle se pose également chez les chrétiens. Il y a des questions de société aujourd'hui qui nous interpellent sur la question de l'avortement, celle de l'euthanasie, celle des dons d'organes, celle de fin de la vie. Donc ce sont des questions de société sur lesquelles les croyants de toute religion peuvent se réunir pour réfléchir ensemble au sens à l'éthique de leur religion et quelles réponses elles peuvent donner aux croyants de chacune de ces religions face à ces situations-là qui sont parfois inextricables et qui sont parfois très difficiles à vivre. Donc j'ai dit trois postures, le face-à-face, le côte-à-côte, mais il y a une troisième posture, et c'est par ça que je voudrais terminer, c'est la posture d'agir ensemble. Donc d'essayer de mener ensemble, chrétiens, juifs et musulmans, des actions pour démontrer que nous pouvons vivre ensemble, que nous pouvons construire ensemble et que nous pouvons apporter des solutions et dépasser nos préjugés et dépasser parfois nos contradictions et l'image négative que peuvent colporter certains. On parle de l'État islamique, il n'a les caractéristiques ni d'un État, il ne porte pas les valeurs islamiques. Vraiment, enfin, il faut parler de Daesh et arrêter de parler d'État islamique parce que c'est une usurpation d'identité par rapport à ce qu'on dit. Et pour la question d'agir ensemble, je voudrais juste vous donner un exemple pour illustrer le type d'action que nous pouvons mener. Il y a un moment donné, quand les musulmans de Bosnie étaient persécutés, il y avait une mosquée qui a été rasée, une mosquée qui était multimillénaire, qui a été rasée. C'était à la ville de Srebrenica, en Bosnie, et il y a eu un révérend, donc un chrétien, qui s'est élevé contre ça et qui a voulu rassembler à travers tout le monde des fonds pour reconstruire cette mosquée et essayer de démontrer que l'islam a sa place en Europe. Je pense qu'il faut. Et pour ça, nous avons créé, moi-même et l'évêque Michel Duvos en Essonne, qui est l'évêque d'Evry et de Corbeil, nous avons, le diocèse d'Evry de Corbeil, nous avons créé une association qui s'appelle Œuvrer en Essonne pour une Europe fraternelle. Et on rejoint le principe que j'ai indiqué initialement, qui est de penser globalement et d'agir localement. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions concrètes que nous pouvons mener ensemble pour essayer de donner l'exemple, justement, et pourquoi pas aller témoigner sur place que ici en France, dans une république laïque, chrétiens, juifs et musulmans vivent ensemble en toute fraternité et en toute symbiose. Je vous remercie.